renchérisse sur ce qu'a dit le président Cyril Ramaphosa pour aussi répondre en même temps à votre question, la question que vous lui avez posée. Pour dire ceci, c'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir pour discuter avec un gouvernement comme le nôtre, légitime et reconnu internationalement. Donc il nous envoie ces supplétifs cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ces agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Et donc, nous disons, il y a depuis la première rencontre au sujet de cette crise à Nairobi, puis ensuite le bilatéral que l'Union africaine avait chargé l'Angola d'organiser, il y a désormais, depuis lors, un schéma que nous avons tous avalisé, qui passait par le cessez-le-feu, le retrait, le cantonnement de ces forces terroristes et ensuite leur introduction dans le programme DDRCS, donc désarmement, démobilisation et réinsertion ensuite. Donc c'est ça que nous demandons et que nous attendons. Et pour passer maintenant à votre seconde question, j'avais critiqué et non pas rejeté la force est-africaine, critiqué leur comportement vis-à-vis justement de ces accords dont je viens de parler, qui sont clairs. Le SOFA est très clair, avec des dates précises et des modalités même de retrait et de faisabilité, de mise en œuvre de cet accord. Et malheureusement, le contingent est-africain en arrivant n'a pas observé cela. Nous avions remarqué dans les localités où le contingent ougandais et kényan principalement s'était déployé, il y avait comme une connivence avec les rebelles. Il leur permettait de lever des taxes et de se comporter comme en terrain conquis, ce que les Burundais ne faisaient pas. Donc nous avions juste fait remarquer cela. Depuis lors, nous avons eu des discussions franches et nous nous sommes dit les choses. D'autres modalités ont été arrêtées. Nous avons maintenant d'autres dispositions et nous verrons d'ici septembre si tout cela se concrétisera. Et
à partir de là, nous redéfinirons les choses en fonction de la manière dont elles se seront déroulées. Alors, quant aux forces de la SADC, je crois qu'il n'y a peut-être pas une bonne compréhension. Nous n'avons pas demandé l'aide de la SADC. Vous devez le savoir, au sein de la SADC, il y a un devoir de solidarité déjà. Donc nous n'avons même pas besoin de demander cette aide, elle va de soi. Parce qu'au sein de la SADC, lorsqu'un membre est attaqué, les autres ont le devoir de solidarité. Et c'est ce que la SADC a exprimé en m'invitant à cette rencontre de la Troïka, donc c'est le mécanisme de paix et sécurité de la SADC, pour que j'explique la situation de la République démocratique du Congo, mon pays. Et c'est suite à cela que devoir... Je te forme gratuitement à devenir trader rentable. Et sache que ma méthode a fait ses preuves. Moi, mon but, c'est... De solidarité faisant, la SADC a exprimé son désir de venir aussi en RDC, parce qu'obligé par notre charte. Et donc, depuis lors, il est question maintenant de mettre cela en œuvre. Mais vous le savez, je l'ai dit, il y a la force est-africaine qui est là. Il faut d'abord observer comment est-ce qu'elle va se comporter. Et la force de la SADC reste en attente et toujours à la disposition de la République démocratique du Congo pour intervenir à tout moment. Et depuis la semaine dernière, je pense, VPM Affaires étrangères, à Luanda, nous avions convenu devant l'Union africaine et les représentants des autres communautés régionales de donner à la République démocratique du Congo la coordination de toutes ces décisions, le management de toute cette crise. Ça voudrait dire donc que le jour où la République démocratique du Congo le décidera, elle adressera alors formellement son quitus ou son go à la SADC pour qu'elle déploie enfin ses contingents ici. Donc pour le moment, nous sommes avec la East African Force et nous voyons comment le désengagement de ces forces terroristes soutenues par le Rwanda va s'effectuer. Jusqu'à septembre, nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur cela et nous aviserons d'ici là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Grasse. On ne peut pas dresser un bilan définitif à ce stade. Les relations internationales étant pérennes, inscrites toujours dans la continuité, dans l'éternité, je peux dire que jusqu'ici, ce qui s'est passé était bien, mais nous pouvions mieux faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a toujours, dans les relations internationales, la possibilité d'améliorer les choses. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes penchés cette fois-ci. Vous avez bien entendu le président Cyril Ramaphosa le dire, mais avant, dans le compte rendu du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères également, on a insisté sur le fait que nous allons devoir faire le suivi et la mise en œuvre de cela. Parce que ces résolutions ont toujours été prises et répétées en vœux pieux et aujourd'hui, nous allons tout mettre en œuvre pour que cela devienne réalité. Et surtout, en ce qui concerne le milieu des affaires, parce que comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui, c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques que l'Afrique fait, c'est toujours en dehors du continent. Le taux d'échange entre Africains est de 16%, si mes souvenirs sont bons, et c'est très très peu, alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants, et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde.
Donc nous avons besoin de davantage accentuer la coopération entre nos États. J'ai parlé tout à l'heure de l'axe Pretoria-Kinshasa. Ça signifie, entre Kinshasa et Pretoria, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent, avec leur influence, booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe par davantage d'échanges et surtout de suivi des résolutions que nous prenons ici. Et c'est cela, pour répondre à votre dernière question, que j'attends de l'Afrique du Sud. Parce que nous avons dit les choses ici autrement qu'elles n'avaient été dites jusqu'à ce point. Et j'espère aussi que nous allons les faire autrement qu'elles n'avaient été faites jusqu'à ce point. Voilà. Merci. Alors, mesdames,